Les rencontres thérapeutiques, le podcast qui vous veut du bien. Des interviews, des découvertes, des réponses sur les médecines naturelles, complémentaires, et c'est maintenant sur Radio Connex. Bienvenue dans ce nouvel épisode, les rencontres thérapeutiques sur Human Connex. Et puis dans cet épisode, on va évoquer les maladies auto-immunes, les maladies chroniques. Et enfin, on va évoquer un tout petit peu l'épigénétique. Mais avant de vous donner toutes les définitions de ces maladies, des explications également, je vais vous présenter mon invité ce soir. C'est Catherine Juala qui est avec nous. Bonsoir Catherine. Bonsoir Dominique. Merci d'être mon invité pour ces rencontres thérapeutiques. Et puis, je vais te présenter, on va évoquer un petit peu ton parcours. Et quel parcours? Parce que depuis 2000, tu es rhumatologue, tu as travaillé à Paris pendant 2 ans. Ensuite, pendant 10 ans, tu as géré l'ensemble de la rhumatologie sur les îles du nord de la Caraïbe, principalement Saint-Barthélemy, Anguilla ou encore Saint-Martin. Ensuite, direction Genève à partir de 2013. Tu exerces la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture, la pharmacopée orientale, et puis médecine manuelle, le tout certifié de l'Institut franco-vietnamien et des hôpitaux de Chine à Shanghai et au Vietnam. Tu es également cofondatrice avec Gilles Mongalves, ça vous rappellera quelqu'un évidemment, de l'Institut Oatienne, formation également à la déprogrammation des stress émotionnels. Et puis, également, nouvelle formation, parce qu'il paraît qu'on vieillit, tu as également une formation en médecine anti-âge avec le docteur Hertog en Belgique. Ça te donne donc une vision holistique, on dit globale, et aujourd'hui on dit même une médecine intégrative, sur évidemment tout ce qui est problématique de douleurs chroniques. Ça, c'est ton rôle, notamment ostéo-articulaire, les rhumatismes inflammatoires, et tu es également fondatrice de l'IRMFA, tout simplement l'Institut de recherche en médecine fonctionnelle appliquée, qui est un institut de formation et de recherche en médecine qui contribue au développement de l'humain et au traitement des pathologies sur les plans physiologiques, neuro-hormonaux, énergétiques, émotionnels et mentaux. Avec tout ça, est-ce que c'est complet? Ah oui, là, je crois que ça, c'est pas mal. Et la deuxième question, c'est, tu dors quand on fait tout ça? Tu as le temps de te reposer? Ouais, tu y arrives. Ok. Voilà, donc moi, je mettrai les liens, bien évidemment, sur ce que tu fais. Ça donnera aussi des explications, parce qu'il y a des vidéos, on te retrouve sur certaines vidéos pour expliquer, entre autres, l'épigénétique. Il y a une petite vidéo en 2017, je crois, entre autres. Donc, on va mettre les liens, ce sera sous cette vidéo. Et puis, on a évidemment tout à l'heure commencé à parler des maladies auto-immunes et des maladies chroniques. Dans un premier temps, c'est quoi une maladie auto-immune? Alors, en fait, c'est le corps qui s'attaque lui-même. C'est-à-dire que le corps, il y a un problème au niveau de l'immunité et le corps génère des anticorps qui vont attaquer. Alors moi, dans mon domaine, c'est la rhumatologie, où je m'occupe essentiellement de problèmes articulaires. Ces anticorps vont attaquer les articulations. Donc, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme maladie auto-immune? Est-ce que c'est des pathologies ou est-ce que ce sont des maladies ou comment on le définit? Eh bien, maladie, pathologie, c'est un petit peu la même chose. Une des plus connues, c'est la polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie articulaire qui est déformante, qui touche les femmes le plus souvent. Ça peut aussi toucher les hommes. Ça peut commencer à la trentaine, voire même avant. Et puis, mais on retrouve ça à tout âge. Donc, cette maladie-là touche essentiellement les articulations périphériques, mais il y a aussi d'autres rhumatismes inflammatoires qui peuvent toucher aussi la colonne vertébrale, comme la spondylarthrite, par exemple, les spondylarthrites ankylosantes, le rhumatisme psoriasique. Il y a des maladies qui... Donc, en fait, les maladies auto-immunes, souvent, ce sont des maladies systémiques, c'est-à-dire qu'elles vont toucher plusieurs organes. Ça peut même toucher le foie, les reins. Donc, une maladie qui touche la peau, par exemple, c'est la dermatopolymyosite. Une maladie qui touche les reins, en plus des articulations, c'est le lupus. Voilà. Donc, et la stérose en plaques fait partie de ces maladies auto-immunes ou pas? Oui, c'est aussi une maladie auto-immune.
mais dans laquelle on ne retrouve pas d'anticorps ciblés. Voilà. D'accord. La fibromyalgie, on en... Plus le système nerveux. La fibromyalgie n'est pas une maladie auto-immune, par contre. C'est D'accord. plus un dérèglement du seuil de la douleur. Mais qui fait partie aussi des soins que le rhumatologue apporte? Oui, tout à fait. Oui, ça fait partie des maladies qu'on traite en rhumatologie parce que c'est une maladie qui touche beaucoup les insertions tendineuses au niveau des articulations de l'ensemble du corps. Donc, on a un certain nombre de points dans la fibromyalgie et s'il y a un certain nombre d'insertions tendineuses qui sont douloureuses, à ce moment-là, on peut définir le diagnostic. D'accord. Donc, à travers ton métier de rhumatologue, tu as développé une forme qu'on appelle aujourd'hui plus intégrative, plus holistique, plus globale, puisque tu intègres la médecine traditionnelle chinoise. C'est parce que tu n'avais pas les résultats escomptés avec l'allopathie ou c'est venu se compléter, se greffer à cette médecine? Les deux, parce qu'en fait, en médecine classique, on s'occupe beaucoup de la maladie, de couper les symptômes. Et en fait, on se rend compte que couper les symptômes ne suffit pas, parce que les mécanismes qui ont conduit à cette maladie, qui ont créé cette dégradation, ils continuent à évoluer, ces mécanismes. Et donc, avec les médicaments qui bloquent, les anti-inflammatoires, en médecine classique, on a beaucoup de les antibiotiques, les antiviraux. On va bloquer ces symptômes, mais on ne va pas agir sur la cause finalement du problème. Et du coup, on bloque tant qu'on peut, mais au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Voilà, donc les patients reviennent toujours avec les mêmes pathologies. Et c'est ce que moi, je constatais dans ma pratique. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à d'autres choses. Donc, notamment, comment déceler les mécanismes qui altèrent la santé et qui font qu'on aboutit à cet état morbide et comment agir sur des mécanismes de santé pour que la personne puisse se réparer, en fait. D'accord. Voilà. Donc, quand tu parles, quand on arrive à des cas morbides, ça veut dire qu'en fait, ça amplifie et ça finit par toucher tout le corps, c'est ça ou pas? C'est-à-dire, on peut grossir, on peut se retrouver avec des maux de tête alors que on pense que ça n'a rien à voir, on peut se retrouver complètement bloqué, c'est ça? Voilà. Ouais. Après, tout est lié. Tout est lié, c'est ça. Tout est lié, relié, interrelié. C'est bien ça. OK. Et donc, du coup, en parallèle, tu traites aussi ce qu'on appelle les maladies chroniques qui n'ont, au fond, rien à voir ou pas? En fait, toutes ces maladies-là sont chroniques. En rhumatologie, on a par quasi défaut, que du chronique, c'est-à-dire des choses qui ne guérissent pas finalement. Donc en médecine, il faut savoir qu'on ne guérit pas grand-chose, de toute façon. Alors en médecine, tu veux dire en médecine allopathique ou en médecine générale? Parce qu'on parle en général. Oui, en général. Parce que par exemple, si on prend l'hypertension artérielle, les gens ont beau prendre des médicaments, l'hypertension artérielle continue. Donc, en fait, elle n'est pas complètement soignée, même si on nous vend un peu le contraire en médecine classique. Mais les gens font quand même encore des complications de l'hypertension artérielle, même sous traitement, à savoir des accidents vasculaires cérébraux, par exemple. Donc, les traitements sont nettement insuffisants. Donc, quelque part, ce que tu me dis, c'est qu'on cherche à soigner la cause et non pas la source ou l'origine. On cherche on soigne plus les symptômes. Les symptômes. C'est vraiment la cause qui a qui a abouti à cet état pathologique. Donc, du coup, tu te tournes vers ces médecines orientales ou autres médecines qui vont permettre d'aller chercher et d'aller beaucoup plus loin en recherche, puisqu'on parlait de déprogrammation, par exemple, de stress émotionnel. Mais ce n'est pas toujours ça, ça peut être totalement autre chose. Ça peut être un choc, un accident qui est arrivé dans cette vie-là, comme alors c'est là où on va commencer à rentrer peut-être aussi dans les symboliques et certaines croyances. Est-ce qu'on doit mettre de l'hérédité là-dedans? Est-ce que certains vont dire que c'est un coup de karma? D'autres vont dire c'est l'hérédité, on ne peut rien y faire. Est-ce que c'est plutôt une croyance en disant j'ai un torticolis, ça fait je ne sais pas combien de temps, c'est certainement que je ne prends pas la bonne direction, je ne regarde pas au bon endroit. Qu'est-ce que tu utilises là-dedans? Parce qu'il y a de la croyance, il y a peut-être une vérité, il n'y en a pas toujours. Comment tu perçois la chose?
Ouais, il y a plusieurs choses Oui, dans ta question. tout à fait. En fait, il peut y avoir plusieurs lectures d'un même problème. On peut lire sur différents plans. Moi, c'est ce que je fais quand je reçois un patient en consultation. J'ai à la fois une lecture rhumatologique. Par exemple, si la personne vient pour un torticolis, voilà, bah, on sait qu'il y a de l'arthrose cervicale, par exemple, à partir de 30 ans. Bon, bah, voilà, et la personne fait soit une poussée d'arthrose ou après, je vais avoir une lecture ostéopathique, c'est-à-dire je vais regarder en palpant à quel niveau c'est bloqué. Donc, je vais retrouver une zone au niveau de la colonne qui est impactée et qui peut être en lien avec différents organes dans le corps, okay, pour abréger. Ensuite, je vais avoir une lecture en médecine chinoise qui va me permettre de voir quelles sont en fait les déficiences de santé qui ont abouti, les mécanismes physiopathogéniques de l'arthrose qui ont permis d'aboutir à ce problème-là. C'est-à-dire que souvent l'arthrose, c'est des états parce qu'en médecine chinoise, on va avoir une lecture en fait au niveau biophysique, c'est-à-dire au lieu d'avoir une lecture au niveau chimique ou morphologique en médecine classique, donc biophysique, ça veut dire qu'une inflammation devient un désordre de la thermorégulation. Donc en fait, souvent dans l'arthrose, on a des os froids, ce qui est un mécanisme de défense de l'organisme contre un excès de chaleur interne au niveau de certains organes. Donc le corps met en fait les os froids pour essayer de contrebalancer l'excès de chaleur qu'il y a à différents niveaux. Et le froid fige, donc en fait les muscles sont plus contractés, plus tendus, donc ils ne travaillent pas dans les bons axes. Donc, les articulations, elles n'ont pas une dynamique correcte et du coup, elles s'usent, elles se dégradent. Et voilà. Donc, ça, c'est par exemple un des mécanismes de l'arthrose auquel on a accès en médecine chinoise. Donc, ça, c'est la lecture médecine chinoise. Et puis après, souvent, je suis amenée à traiter le patient sur ces 3 plans, donc le plan médecine classique, ostéopathie, médecine chinoise. Et puis si je vois qu'en traitant ces 3 plans, ça ne suffit pas, que le problème persiste, je vais à ce moment-là pouvoir avoir une lecture émotionnelle du problème, notamment s'il y a un contexte aussi qui me montre que l'origine peut être émotionnelle. Et là, je peux aller, je vais toucher pour voir quelle est la tension qui reste, parce que comme j'ai un toucher ostéopathique, j'ai vraiment l'habitude de ça. Et je vais pouvoir aller prendre une information en kinésiologie qui va me renseigner sur l'émotion sous-jacente à cette tension. Donc, quelle était ta question au départ, Adam ? Eh bien, en fait, c'est de comprendre comment, à travers les 3, on va dire les 3 médecines, entre l'allopathie, l'approche de la médecine chinoise et ainsi de suite, comment tu vas intégrer l'ensemble de ces médecines et comment tu vas pouvoir aider une personne, comme tu me disais tout à l'heure, qui arrive avec un torticolis et c'est de l'arthrose, et ainsi de suite, ou ça peut être de la fibromyalgie. Et comment toi, tu vas… Donc, tu expliquais effectivement que tu utilisais plusieurs techniques et on en est là. Oui. Alors, donc moi, en fait, je traite sur ces différents plans-là. Et puis, alors, des fois, je suis amenée à commencer tout de suite par l'émotionnel, d'autres fois tout de suite par la rhumatologie. Ça dépend aussi un peu du désidérata de la personne, comment est-ce qu'elle est orientée. Parce qu'il y a des gens, c'est pas la peine de leur parler d'émotionnel. Et puis, il y en a d'autres qui ne veulent pas entendre parler de traitement classique. Donc, il faut aussi un peu jongler en fonction des attentes des gens. Après, au niveau émotionnel, pour moi, il y a toujours une lecture émotionnelle à avoir d'un problème. C'est-à-dire… ça m'est déjà arrivé, moi, par exemple, de me faire un torticolis en descendant l'escalier. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une double commande qui vient à ce moment-là au niveau cervical. En général, c'est « je veux aller dans une direction, mais il y a quelque chose dans mon entourage qui me pousse à aller plutôt dans une autre ». Donc ça crée un conflit au niveau de la manière dont l'ordre est perçu, au niveau des synapses, c'est-à-dire l'interface entre le nerf et le muscle. Et du coup, le muscle reçoit, c'est comme s'il recevait 2 informations divergentes, et du coup, il se bloque, il se contracte. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose que j'apprends à mes patients à observer.
Ça s'observe par une sorte de voie de méditation, mais une sorte de méditation active qui est intégrée à la vie de tous les jours. Et ça permet d'observer ses pensées. Et si on arrive à être plus ou moins tout le temps en observation de ses pensées, au moment où le problème se produit, on se rend compte qu'on avait une volonté, en fait, d'aller dans un certain sens, mais qu'il y a une pensée qui a interféré. Et on voit bien ce conflit, en fait. Donc, ce que tu veux me dire, en fait, c'est que des fois, je dis oui alors que je pense non. C'est ça. C'est-à-dire on va dire oui à quelqu'un parce qu'on culpabilise, mais en fait, on n'a pas du tout envie, on pense complètement l'inverse. Et donc, en fait, c'est ça. On est sur un conflit intérieur. Donc, en fait, tout à l'heure, parce que là, il y avait ça aussi que j'avais un petit peu évoqué, c'était sur, je retrouve ça tout de suite, sur les symboliques. C'est-à-dire que là, on a donné l'exemple du torticolis, mais il y a aussi, par exemple, j'ai un problème de genou. On utilise cette symbolique en disant le je, et nous, si on est en couple, par exemple, il y a le nous, et on va avoir des problèmes de genoux. Est-ce que ça aussi, ça fait partie donc de ces fameuses symboliques de ce que tu expliquais? Donc, la symbolique, elle donne un cadre très, très global. D'accord. Mais après, il faut vraiment voir pour la personne qu'est-ce que c'est. C'est pour ça que je vais plutôt me servir de la kinésiologie, parce que ça permet vraiment d'avoir l'émotion exacte, le ressenti de la personne au moment du problème. Et ça marche vraiment, c'est exceptionnel. On a vraiment des résultats, c'est impressionnant. Et quand on se rend compte soi-même du problème, donc si on arrive à voir quel est le conflit entre ces deux pensées, après, il faut arriver à régler le conflit. Des fois, il faut agir pour régler ce conflit. Il faut aller parler à la personne avec qui il y a un problème. Enfin, voilà, c'est pas seulement le fait d'en prendre conscience ne suffit pas en général. Il y a vraiment une action à dérouler pour que le problème puisse se régler. Mais on constate que le problème se règle. Et c'est quasi immédiat. À partir du moment où la correction est faite, donc c'est très efficace. Et c'est là où on voit que effectivement ce problème-là a eu une incidence réelle. Parce que le fait de le traiter règle le problème. Alors, une personne qui va être, on va aller plus loin, je ne sais pas si on parle de maladie auto-immune, oui sûrement, évidemment, chez des enfants, des tout petits. On va dire que l'enfant va arriver, il a 1 an, 2 ans, c'est pas lui qui va exprimer, évidemment, puisqu'il ne parle pas. Comment on peut définir ça? Certains vont dire, c'est peut-être un problème... je ne sais pas, moi, c'est peut-être effectivement dans le ventre de la mère, mais ça peut être aussi, on parle d'hérédité, mais c'est pas, on sait qu'aujourd'hui, on récupère les émotions de nos ancêtres. On a évoqué tout à l'heure, hors antenne, la partie famine, mais on peut récupérer des émotions du grand-père, de la mère, et ainsi de suite. Donc, un enfant n'est pas nécessairement au courant, c'est-à-dire qu'il ne pourra même pas l'exprimer d'où ça vient. Comment tu vas traiter de cette manière-là? Comment tu peux tu vas être carrément sur l'énergétique uniquement, ou est-ce que tu vas utiliser de la phytothérapie? Est-ce que tu vas utiliser... Parce que la kinésiologie sur un bébé, je ne pense pas que ça puisse forcément marcher. Si, tu peux faire la kinésiologie voilà, sur un bébé. Je me trompe. Tu fais un transfert sur un parent. Donc, tu transfères l'information énergétique. Tout est information. C'est comme ça que la kinésiologie fonctionne. Donc, c'est juste une manière de lire cette information. Par le système neuromusculaire. En fait, juste pour rappeler brièvement comment ça fonctionne, la kinésiologie, c'est qu'on se sert d'un muscle, d'un test musculaire. On va aller tester la réponse de la personne en oui et en non. Donc, quand je te dis oui, je vais dans ton sens, je te renforce. Quand je te dis non, je m'oppose à toi, je t'affaiblis. C'est automatique. Et donc, on peut aller vérifier ce qui renforce ou ce qui affaiblit la personne par rapport à un objectif qu'on a défini. Et donc, on peut transférer, on transfère toutes les informations du bébé sur le parent et on va aller tester comme ça la réponse musculaire du parent, mais il va répondre avec les informations du bébé. Voilà, c'est quelque chose qui paraît un peu peut-être bizarre comme ça, mais c'est purement de l'information. Donc, en fait, on est un peu comme les ordinateurs. On peut transférer de l'information. Tout à fait. Et aller lire. C'est pour ça que les ordinateurs existent. C'est nous qui les avons inventés. En fait, on est un peu à cette image-là. Tout à fait. On invente. On se trouve dans nos inventions de nous.
On a les bugs aussi qui vont avec. Euh, Exact. et du coup, si on a quelqu'un, évidemment, le corps, j'ai cette idée de stérose en plaques. C'est vrai pour avoir vu, quand il y a une dégradation, il y a un certain seuil. J'imagine que est-ce qu'on arrive à rétablir le corps ou est-ce qu'à un moment donné, c'est trop tard et la personne, on voit que ça se dégrade fortement, de mois en mois même parfois. Est-ce qu'on peut alors freiner, j'imagine, si on le prend à temps, mais il y a peut-être un moment donné où on arrive trop tard ou pas? Oui, parce qu'il y a une inertie, hein, et puis de toute façon, on va tous au même endroit à la fin. Donc, Ça à la fin. Mais imaginons qu'on a la cirrhose en plaques qui est déclarée. Certains arrivent à peu près à la maîtriser, enfin à la gérer. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais à un moment donné, on voit bien que certaines personnes finissent allongées. Mais c'est pas pour ça qu'elles vont mourir dans les mois qui viennent. Ça peut durer encore pas non, mal d'années. Donc, ouais. l'explication, est-ce qu'on peut améliorer à nouveau à un certain stade? On peut ralentir l'évolution. Il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper quand elles sont trop dégradées. Trop dégradé. D'accord. OK. Euh, Alors, à travers les maladies auto-immunes ou chroniques, tu utilises la pharmacopée chinoise et j'ai vu aussi que tu allais vers la phytothérapie. Et ce qui était très intéressant, euh, tu dis qu'il faut adapter la plante au terrain parce que pour un même symptôme, un problème d'arthrite au genou par exemple, la même plante ou le médicament en allopathie fonctionnera ou pas. Parce qu'évidemment, on va avoir des réactions en fonction de la personne. C'est-à-dire que je peux avoir le même symptôme, les mêmes mots, mais évidemment, ce n'est pas la même personne. C'est ça? personne et c'est pas le même mécanisme qui a conduit au problème. Et la pharmacopée, alors moi je fais pas de différence entre pharmacopée et phytothérapie. D'accord. Ça permet de soigner le terrain. On soigne le terrain, c'est-à-dire les raisons qui ont fait aboutir à tel problème. Donc, effectivement, on ne se base pas sur le symptôme en médecine chinoise. Donc, on fait un diagnostic de terrain et on soigne le terrain. Donc, la pharmacopée, petite précision, on utilise ce mot-là généralement pour la pharmacie, tout ce qui est chinois, c'est ça, pharmacopée? Oui, mais tu peux aussi parler de pharmacopée occidentale, hein. C'est un terme qui est un peu Occidentale. moins utilisé. Effectivement, Voilà. le terme phytothérapie est plus utilisé. Et la phytothérapie, petit rappel, c'est évidemment tout ce qui est à Mais base que de plantes. pharmacopée pouvait s'utiliser aussi. Hmm. Voilà. Phytothérapie qu'on retrouve chez entre autres les naturopathes. Voilà. Petite Ouais. parenthèse. Après, c'est plutôt la manière dont la phytothérapie est utilisée. Parce que la phytothérapie, elle peut être aussi utilisée de manière symptomatique. Par exemple, vous avez des troubles du sommeil, vous allez prendre de la valériane et vous n'allez pas travailler sur qu'est-ce qui conduit aux troubles du sommeil. Ou bien vous avez de l'arthrose, vous allez prendre de l'arpagophytum, par exemple. Mais en fait, on sait que l'arpagophytum, il va jouer sur un certain type de terrain. Et ce qui explique qu'il ne va pas être efficace dans tous les cas. Et en médecine chinoise, quand je vous vois, je suis tout à fait capable de savoir si l'arpagophytum va être efficace chez vous ou pas. Et en fait, souvent, c'est efficace sur le surcroît d'effort. La personne qui a de l'arthrose, qui va aller jardiner, l'arpagophytum peut lui enlever les douleurs supplémentaires générées par le jardinage. Il y a aussi l'importance des combinaisons de plusieurs actifs. Par exemple, quand on parle du curcuma pour, je crois, c'est les articulations, on dit qu'il faut rajouter le poivre noir et l'huile. Peut-être que finalement, s'il n'y en a qu'un seul, c'est pas assez actif. Et ça Voilà. aussi, ça va jouer. Alors, en pharmacopée chinoise, on a des formules de plantes. On se sert rarement d'une plante isolée parce qu'on en utilise plusieurs qui viennent se compléter et qui sont synergiques en fait. On utilise des synergies de plantes. Voilà. Et c'est très différent des extraits qu'on trouve parce que en médecine classique, donc dans ce qui est remboursé par la sécurité sociale, ou en L'allopathie. France, les différents systèmes, même en phytothérapie, ce qui est remboursé en Suisse, on a pas mal de phytothérapie qui est remboursée. En France aussi, il y en a un petit peu, mais souvent c'est des extraits. Donc c'est des voilà, parce que forcément pour pouvoir commercialiser quelque chose, on peut pas. Enfin, ce qui va coûter cher, c'est justement le travail surajouté du chimiste sur sur la plante. Donc voilà, c'est comment dire. Sinon, on ne peut pas breveter quelque chose qui est strictement naturel. Hein. Voilà. Ça va venir. Donc ça rapporte moins, ça ne les intéresse pas. Tout à fait.
Et pour rester dans le contexte aussi, effectivement, je vais parler parce que j'ai le mot gingembre qui me vient. euh, le lieu où on le fait pousser a son importance aussi, parce que le terrain j'imagine que le terrain va nourrir la plante X ou Y et ne va pas nécessairement avoir les mêmes apports non plus pour le patient et en fonction de ce que l'on soigne. Et toi, et c'est vrai que c'est difficile de dire je vais orienter une personne sur une marque, sur un produit, il faut aller le chercher ici plutôt que là, parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes dosages non plus quand on nous dit en capsule. Donc, toi, comment tu vas apporter ça? Voilà, je vous recommande tel produit parce que la combinaison est bonne, ou tu lui fais simplement une ordonnance en lui disant, vous prendrez du gingembre. Point. Comment tu vas... En fait, moi, je travaille beaucoup avec des formules de plantes. Ça peut m'arriver de rajouter comme ça un peu de gingembre ou bien de prendre du curcuma ou voilà, ou de la badiane ou de la cannelle. Voilà, ça arrive. Mais en général, je fais utiliser des formules de plantes justement parce que je travaille avec un labo particulier Herboriste? qui... Pardon? Herboriste, peut-être? Non, c'est un laboratoire de plantes chinoises qui est à l'étranger et qui, eux, ont ces formules de plantes, voilà, toutes faites. Et la personne va commander là-bas parce que je suis sûre de la qualité des produits. Par exemple, tu évoquais les conditions de pousse de la plante. Ça, c'est très important. Si on prend une plante comme l'aconite, par exemple, qui est une plante qui est aussi utilisée en homéopathie pour faire baisser la fièvre, en fait, c'est une plante qui est très, très réchauffante. Donc, en homéopathie, ils s'en servent à l'inverse, par le principe de la similitude. Et en pharmacopée chinoise, au contraire, on s'en sert pour réchauffer. Et normalement, c'est une plante qui pousse à très haute altitude, dans des conditions très froides. Et si on la fait pousser sous serre, elle ne va pas pouvoir développer les mêmes capacités que si elle pousse dans des conditions extrêmes. Et donc, on n'aura pas de propriétés réchauffantes. Voilà. Okay. Donc, il faut effectivement commander les plantes par des laboratoires qui travaillent correctement. Alors, je vais faire aussi là, on n'est peut-être pas dans les plantes, mais j'ai vu, à propos de la vitamine D3, le virologue et directeur de recherche au CNRS, petit rappel, le Centre national de la recherche scientifique est un organisme public de recherche. Donc, ce directeur, Jean-Marc Sabatier, alerte sur le fait que la vitamine D est essentielle à un système impliqué dans de nombreuses voies, dont la lutte contre les infections et les maladies auto-immunes. Petite parenthèse, ça vient pour le Covid, c'est tout. En maladies auto-immunes et peut-être d'autres pathologies, est-ce que tu peux nous donner le pourquoi de la vitamine D3 et ce qu'elle apporte? La vitamine D3, elle joue beaucoup sur l'os, déjà. Donc, après, il faut voir ça de manière globale, c'est-à-dire que si on est carencé, et on est carencé de toute façon quand on va en âge, quand on avance en âge, parce que le sang doit quand même apporter ce qu'il faut aux différents organes. Et pour ça, des fois, il va le chercher dans les tissus. Donc, même si vous faites des dosages dans le sang, vous allez trouver que c'est normal, alors qu'il y a certains signes cliniques, ça on l'apprend en médecine anti-âge, qui nous montrent que la personne est quand même carencée. Même si elle est en forme, qu'elle pratique sa marche quotidienne, si elle mange bien. Et même si le taux sanguin est correct. C'est quoi le taux sanguin? Qu'est-ce que tu appelles le taux sanguin? Il y a des normes de quand tu vas doser, par exemple, la vitamine A ou la vitamine D dans le sang. Là, il y a une norme, et soit c'est trop bas, soit c'est normal. D'accord? C'est ça que j'appelle la norme du taux sanguin. Okay. Voilà. Et donc, c'est important de ne pas être carencé. Il ne faut pas être carencé en protéines aussi, ça c'est très important. Donc, souvent, on n'a pas assez d'apports protéinés. Et il faut, à ce moment-là, il y a des patients, alors ça peut être des personnes qui sont végétariennes, ou souvent quand on va en âge, on a tendance à manger moins de viande, mais du coup, il y a des amyotrophies qui se créent, c'est-à-dire des fontes musculaires. Et ça, c'est assez caractéristique sur l'arthrose du pouce. On a une fente de la partie musculaire ici. Et ça joue beaucoup sur l'évolution de cette arthrose du pouce qu'on appelle la rhizarthrose. Et une des manières d'aider la rhizarthrose, c'est de donner des protéines en poudre si les personnes ne peuvent pas manger plus de protéines à leur repas.
Donc, protéines, on rappelle, la viande, on va retrouver ça dans quels légumes, par exemple, sur des Alors, légumineuses ou des... oui, viande, poisson, œuf, déjà, hein, Oui, à la base. Et puis après, oui, il y a des légumineuses qui ont des protéines. Après, il y a pas mal de végétaux qui ont des protéines aussi, mais tout les à fait. protéines végétales sont beaucoup moins, on dit biodisponibles, c'est-à-dire qu'elles sont moins assimilables. D'accord. Et elles n'ont pas les mêmes chaînes structurellement. Et du coup, elles n'ont pas la même qualité aussi pour l'organisme. Nous, on est des animaux, donc on a quand même besoin de chaînes protéiques animales aussi. D'accord. Même si après, pour d'autres raisons, on peut ne pas avoir envie de manger des animaux, ça je peux le comprendre. Mais sur des questions strictement physiologiques, on est quand même constitué de ça et puis on en a Ça besoin. dépend peut-être aussi, encore une fois, du terrain et des personnes, parce qu'il y a des sportifs de haut niveau végétariens et qui sont quand même bien costauds. Alors, il doit y avoir un sacré suivi derrière, j'imagine. Ouais, ça je sais pas, il faudrait regarder, mais C'est peut-être qu'ils ça. prennent effectivement des compléments alimentaires. C'est ça. OK. Donc, on a parlé pas mal des maladies auto-immunes sur des maladies chroniques. Tu peux nous rappeler ce que c'est qu'une maladie chronique? Alors, la définition de chronique, c'est quand ça dure plus de 3 mois. D'accord. Quand une maladie dure plus de 3 mois, déjà, elle est chronique. Donc, ça veut dire, en fait, qu'il y a des... Alors, en médecine chinoise, on se rend bien compte qu'en fait, il y a des déficiences et donc le corps n'arrive pas à se sortir de cette maladie tout seul. Voilà, c'est ça, en fait. Une maladie chronique, c'est une maladie qui ne guérit pas d'elle-même. Une maladie aiguë, c'est par exemple un rhume. Vous faites votre rhume, 4-5 jours après, vous n'avez plus le rhume. Donc, c'est une maladie aiguë. D'accord? Voilà, c'est ça la différence. Donc, on va évoquer la fatigue chronique, par exemple, ou encore, j'ai parlé tout à l'heure, la fibromyalgie, je crois, quand on commence à avoir mal un peu partout, on va dire au-delà de 3 mois, 6 mois, sont des maladies chroniques, considérées comme maladies chroniques. C'est ça? Oui, Et oui. donc, Il y a déjà une alors, chronicité. C'est dans l'organisme suffisante pour que le corps ne s'en sorte pas tout seul. d'accord. Donc là, à mon sens, il va y avoir à nouveau une problématique émotionnelle, mais il y a un petit mais, parce que j'avais été très surpris lors d'une autre discussion. Tu dis les organes sont liés, par exemple, aux maux de dos. Donc, j'avais noté la fatigue chronique, ou ça aurait pu être la fibromyalgie. Sont-elles également des résultantes d'un organe déficient, ou c'est l'organe qui devient déficient parce qu'il y a un choc émotionnel, parce que on est un peu de travers dans la tête, je ne sais pas, c'est un divorce, une violence, une perte de travail, un manque d'argent, peu importe ce que c'est. Comment on fonctionne là-dedans? Organes, émotions, hein? Alors, les émotions viennent nous impacter, oui. Elles viennent quand elles ne sont pas gérées. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a soit il y a une répétition en fait des émotions qui viennent impacter progressivement certains organes et les affaiblir, soit il y a un choc violent qui vient sidérer quelque chose, sidérer une fonction dans l'organisme. Donc, c'est deux mécanismes un peu différents. D'accord. Voilà. Après, il y a dans le corps des zones réflexes d'organes. C'est-à-dire, par exemple, les genoux sont très en lien avec le système digestif. En général, on a des problèmes de genoux quand il y a des problèmes digestifs, alors qu'ils ne sont pas forcément perçus par la personne. Hein. C'est-à-dire que la personne, elle peut avoir l'impression d'aller très bien sur le plan digestif. Mais nous, on va le retrouver par le biais de la palpation locale, des pouls chinois qui permettent de récolter des informations sur les organes, de la langue. Enfin, on a différents indicatifs qui nous montrent ça, puis qu'on peut corroborer après par des études un peu spécifiques au niveau sanguin, par exemple. On va voir qu'il y a certaines déficiences, des malabsorptions, des choses comme ça. Donc, il y a des liens entre les organes et les articulations. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de la rhizarthrose. Le pouce, il est sur une zone réflexe du gros intestin, par exemple. Du poumon, du gros intestin. D'accord ? Au niveau du dos, là, c'est très intéressant parce que le lien est rarement fait, à part par les ostéopathes, hein, parce que ça, c'est des notions qui viennent de l'ostéopathie. C'est toutes les notions de métamère, c'est-à-dire qu'il y a chaque niveau de la colonne vertébrale, part un nerf qui commande un organe. D'accord. Hein, il y a tout un système nerveux de commande des organes qui part
de chaînes nerveuses latérales de chaque côté de la colonne vertébrale, ce qu'on appelle le système nerveux végétatif. Et quand il y a une déficience d'organes, l'information revient par ces nerfs au niveau de la colonne et les muscles se contractent en réaction. Donc, les muscles se contractent, du coup, les articulations ne travaillent plus dans les bons axes, donc les articulations s'usent, ça crée de l'arthrose, éventuellement une hernie discale, à force que les axes de la colonne vertébrale ne soient pas corrects, ça force, donc on peut avoir création d'une hernie discale. Et donc après, en travaillant sur les organes, on va améliorer le dos. Et la plupart du temps, s'occuper uniquement des os ne suffit pas. Il faut vraiment aller régénérer les déficiences organiques. Et là, on voit vraiment la colonne se corrige. C'est quelque chose qu'on perçoit. Voilà. Donc, on ne va pas changer la structure, c'est-à-dire ce qu'il y a d'apparent sur la radiographie. On ne va pas la changer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des tas de gens qui ont de l'arthrose sur les radiographies. Si on faisait des radios ou des scanners à tous les gens qui passent dans la rue, on trouverait des tas d'arthrose, même de hernie discale chez des gens qui n'ont absolument aucune douleur. Parce que si on est en équilibre, le corps arrive à gérer. Du coup, ça revient un petit peu à la discussion de départ, que ce soit maladie auto-immune ou autre. Là, on parle de la partie physique. On va travailler effectivement avec un ostéopathe sur les organes pour améliorer peut-être et sûrement la partie physique dans le dos. Mais on en revient toujours. S'il y a une non-résolution émotionnelle, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense oui, mais je dis non. Je descends l'escalier, mon fameux torticolis. Évidemment, je ne solutionne pas le problème. Donc, de toute façon, je peux aller voir l'ostéopathe tous les mois. Ça risque de rester. Ben voilà. Quand il y a une problématique émotionnelle derrière, en général, le problème revient. On arrivera quand même avec des thérapies somatiques éventuellement à le faire disparaître, mais il va se reproduire. J'avais une patiente comme ça qui faisait des torticolis à répétition parce qu'il y avait beaucoup de conflits familiaux. Et puis petit à petit, au fur et à mesure du travail et des mois, elle a pris conscience de certaines choses, de mieux se positionner, en fait, de plus s'affirmer. Et puis les torticolis ont fini par disparaître. Donc voilà, souvent c'est aussi des chemins de vie. Il faut plus voir la maladie comme quelque chose qu'on traverse, une période de vie qu'on traverse dans laquelle on a des choses à comprendre. Voilà, il faut se repositionner, il y a des choses à régler. Voilà. Et à partir du moment où on accepte cette dimension-là, déjà on subit moins. Ça devient quand même un peu plus intéressant, entre guillemets, même si c'est jamais drôle d'être malade, bien sûr. Mais au moins les choses reprennent du sens. Et ça, c'est très, très important. Et c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans mes stages et puis à mes patients. Voilà, qu'est-ce qu'il faut changer maintenant, comment ça parle pour vous ce problème, et ça c'est vraiment une dimension qui est capitale. Alors quand on parle de personnes qui vont avoir des problématiques inconnues, inconscientes, on va parler pour certains d'hérédité, pour d'autres de karma. On parle un peu plus aussi de marqueurs sur l'ADN depuis pas mal d'années maintenant, puisqu'on s'est aperçu qu'on retrouvait des marqueurs qui pouvaient montrer, on a évoqué tout à l'heure la famine, on peut retrouver un fameux marqueur sur la petite fille, la grand-mère a une famine et la petite fille va ressentir cette famine alors qu'elle ne l'a pas vécue. Et puis, aujourd'hui, on parle pas mal de l'épigénétique. Alors l'épigénétique, petite chose, on nous met cette nouvelle science qui dévoile que le stress, c'est plus largement notre mode de vie, le sport, les relations sociales, notre propension à être heureux, notre travail influe sur nos gènes et cette empreinte négative peut se transmettre au fil des générations. Heureusement, repenser nos comportements peut changer la donne. Comment, toi, tu perçois l'épigénétique de ce côté, peut-être du côté de la rhumatologie, à travers ce que tu vois, à travers tes patients? Alors, effectivement, il y a beaucoup de trames familiales, de manières de fonctionner, en fait, dans des familles, et qui peuvent impacter, être responsable de certaines maladies auto-immunes. Et à ce moment-là, le fait d'aller retrouver ces trames-là et de les travailler, de les déprogrammer dans la mesure du possible, permet d'avoir vraiment un effet sur la maladie auto-immune.
Après, il faut savoir que souvent, dans les maladies auto-immunes, il faut un travail de tous les jours. Alors ça, on en parlera peut-être un petit peu après, parce que la vie va venir réactiver cette fragilité-là. Et tous les jours, il y a des choses au niveau émotionnel à dégager et à faire pour être moins impacté. Maintenant, le fait de changer ses comportements au jour le jour va permettre d'agir sur ces marqueurs génétiques dont tu as parlé. Donc, ce n'est pas parce que on a quelqu'un dans la famille qui est atteint d'une maladie génétique qu'on va forcément développer la même. Alors ça, c'est important parce que moi, quand j'ai commencé la médecine, ce n'était pas du tout ce qu'on disait. Il y avait un fort déterminant génétique qui nous rendait un peu prisonniers. Et en fait, grâce à l'épigénétique, on a retrouvé une certaine forme de liberté. Puisque maintenant, on sait de manière scientifique que même quelque chose qui est présent au niveau de vos gènes peut ne pas s'exprimer. Donc ça a été quand même une avancée majeure. Sinon, c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler en kinésiologie, puisqu'on peut remonter en transgénérationnel c'est-à-dire à un moment donné, le test de kinésiologie peut nous amener chez les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc. Et on peut aller retrouver des charges émotionnelles à ces niveaux-là et les lever. D'accord. Il faut aussi faire attention à ne pas entendre. J'ai entendu des choses assez. La kinésio, parce que je le connais assez bien, pour avoir discuté avec certaines personnes où il m'a dit que dans une autre vie, j'avais été ça, c'est pour ça, j'ai été la reine d'Égypte. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même des informations par moment un peu farfelues certainement. On est d'accord. Hein, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Ici et maintenant, donc je pense que c'est quand même plus simple de rester ici et maintenant. Et même si certaines personnes peuvent avoir des sensibilités qui les amènent ailleurs, pourquoi pas à la limite. Mais oui, je pense que c'est important quand même de rester simple et concret. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, pour revenir à l'épigénétique, d'après ce que j'en comprends ou ce que je lis, c'est qu'en fait, on peut modifier ces paramètres-là, puisque l'épigénétique montre qu'elle est malléable. C'est ça? Exactement. D'accord. Exactement. Et donc, c'est ça. C'est bien parce que j'apprends en même temps. L'épigénétique, c'est comment le gène est modulé pour s'exprimer ou pas. Donc, ces marqueurs peuvent bloquer le gène ou l'activer, en fait. Et donc, c'est pas parce qu'il y a un gène qui va forcément s'exprimer. Il peut très bien être bloqué parce qu'on a les comportements adéquats qui font qu'on va pouvoir ne pas exprimer tel problème. Et c'est là qu'intervient donc tout ce qu'on a évoqué jusque-là, la possibilité d'être aidé souvent sur un plan physique, plus physique que peut-être psychique, à travers les plantes, même si elles font leur travail, utiliser les différents outils que tu as cités, que ce soit la médecine chinoise, peut-être ne pas oublier également l'allopathie. On n'a pas trop évoqué à travers la rhumatologie, mais parfois on a quand même de très bons résultats, ou en tout cas pour aider dans un premier temps à faire diminuer certaines souffrances pour ensuite aller vers le problème, retrouver la cause ou la source. C'est ça. Ouais. On n'arrête jamais le traitement d'un patient qui arrive. Alors des fois, les gens sont en demande d'arrêter le traitement chimique parce qu'ils savent qu'il a des effets secondaires. Mais souvent, quand les douleurs sont trop importantes, on est obligé de le garder et d'attendre que le traitement naturel ait fait son effet et arrêter progressivement le traitement chimique. Des fois, on ne peut pas les arrêter complètement, on les diminue. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative. Pour moi, les médicaments chimiques, ils ont leur place, qui peuvent être dangereux. Dans les polyarthrites, les articulations peuvent se... Donc, des fois, on est obligé d'aller bloquer chimiquement ces processus-là. Et puis, on met en route le traitement sur un autre plan pour améliorer l'état de santé de fond et que petit à petit, les mécanismes de destruction puissent ralentir et puis s'arrêter et qu'on puisse arrêter les traitements chimiques. Mais ça prend souvent 1 à 2 ans pour vraiment bouger le traitement d'une maladie auto-immune costaud comme une polyarthrite rhumatoïde ou une spondylarthrite. Il faut 1 à 2 ans. Des fois, on a déjà des résultats au bout de quelques mois. Mais pour vraiment changer un terrain, c'est 1 à 2 ans.
Là, il y a le terrain à changer, plus le patient par lui-même qui va faire aussi son travail de l'autre côté. Oui, exactement. Donc, Okay. on a besoin d'avoir des patients assez responsables. Hein. Tout le monde ne peut pas se traiter de cette manière-là. Voilà. Ok. Merci Catherine. On a fait les 3 points à peu près essentiels. On essaie de condenser. Je vais te remercier parce que l'heure a vite passé. Je te remercie d'être passé nous voir sur Human Connex pour cette nouvelle émission sur les rencontres thérapeutiques. Et puis je pense qu'on aura d'autres sujets à un moment donné peut-être à réaborder parce qu'à travers ton expérience et puis surtout les différentes formations que tu as eues ou en tout cas ce que tu exerces, on ira peut-être un petit peu plus loin, par exemple, sur la kinésiologie, un de ces jours, et pourquoi pas aussi un petit peu sur l'ostéopathie, puisqu'elle apporte beaucoup depuis maintenant plusieurs décennies, et puis peut-être encore d'autres techniques. Tu seras avec nous, tu reviendras, ça s'est bien passé. Oui. Ok, je te remercie. Moi, je vais vous dire à bientôt tout le monde et puis les prochaines émissions, je pense qu'on essaiera d'aller rencontrer un magnétiseur. Je vous en dis pas plus pour le moment. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir suivis sur Human Connex. Les rencontres thérapeutiques, le podcast qui vous veut du bien. Des interviews, des découvertes, des réponses sur les médecines naturelles complémentaires et c'est maintenant sur Radio Connex. Connex.